Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous, on commence cette édition à Jakarta. La police affirme que c'est une organisation indonésienne liée au groupe État islamique qui est suspectée d'avoir orchestré les attaques terroristes meurtrières de jeudi. Par ailleurs, le groupe État islamique a revendiqué ces attentats. Un officier de police, un ressortissant canadien ainsi que 5 assaillants ont été tués jeudi dans les fusillades et les opérations suicides à la bombe perpétrées au cœur de la capitale indonésienne. 17 personnes ont également été blessées. 2 terroristes ont été arrêtés. Sur des photos, on voit un homme armé d'une arme de poing alors que la foule autour de lui se disperse. Une agence de presse liée au groupe État islamique a fait savoir que l'organisation terroriste a fomenté ces opérations. Les attaquants ont échangé des coups de feu avec la police avant de se faire exploser. Les forces de sécurité ont mis pas moins de 3 heures pour mettre fin au siège qui se tenait à proximité d'un café Starbucks et d'un centre commercial. D'après la police, le combattant indonésien Bahrun Naim, ayant prêté allégeance au groupe État islamique et qui se trouverait en Syrie, est l'homme qui a mis sur pied cette opération. Elle estime que l'organisation terroriste s'est inspirée des attentats ayant secoué la capitale française en novembre dernier. L'assaut est aujourd'hui terminé. La police affirme qu'aucun assaillant n'est parvenu à s'échapper. Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu sur le site des explosions. Le dirigeant a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a demandé à la police de remonter le réseau qui a préparé ces attaques. La police turque a arrêté 4 personnes soupçonnées d'être en lien avec l'attaque suicide à la bombe survenue mardi à Istanbul. Un suspect a été appréhendé dans la soirée de mardi, quelques heures après l'attentat. C'est le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu qui a annoncé ces derniers développements lors d'une réunion sur la sécurité dans la ville d'Istanbul. 4 autres personnes sont détenues après avoir identifié le terroriste et grâce aux informations obtenues sur la façon dont l'assaillant est entré en Turquie, les contacts qu'il entretenait, ses antécédents. Je pense que d'autres intervenants se cachent derrière cette action. Oui, l'attaquant est lié au groupe État islamique, mais le groupe État islamique est une organisation telle que parfois elle peut être utilisée comme une organisation de façade. Le chef du gouvernement turc s'est engagé à révéler l'identité des vrais acteurs derrière le groupe État islamique. La Turquie a fait savoir que le groupe extrémiste est responsable des attentats à la bombe meurtrier perpétrés dans la ville de Suruç, la capitale Ankara et récemment Istanbul. Le Premier ministre turc a également confirmé que le terroriste d'Istanbul était entré en Turquie avec un statut de réfugié. Selon l'agence de presse turque Dogan, le kamikaze Nabil Fadli, un Syrien de 28 ans, avait fait une demande d'asile le 5 janvier à Istanbul. La police est à la recherche de 4 hommes qui voyageaient avec lui. 10 touristes ont perdu la vie lors de l'explosion survenue mardi dans le centre historique de Sultanahmet, une destination touristique populaire d'Istanbul. 17 autres personnes ont été blessées. L'envoyé au nucléaire sud-coréen Hwang Jun-kook est arrivé à Beijing pour s'entretenir avec son homologue chinois Wu Dawei. Cette réunion intervient après que la RPDC a annoncé la semaine dernière avoir réussi le test d'une nouvelle bombe à hydrogène. La Chine a indiqué que les 2 envoyés allaient discuter de la manière de dénucléariser la péninsule coréenne, ainsi que de maintenir la paix et la stabilité dans la région. Les envoyés spéciaux de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon se sont déjà rencontrés à Séoul mercredi pour discuter de la situation. Ils se rendront la semaine prochaine en Russie. Les 5 nations, ensemble avec la RPDC, sont les pays membres des pourparlers à 6 sur le programme nucléaire de Pyongyang. Ce mécanisme est boycotté depuis 2009. La Chine appelle à des négociations pour trouver une solution aux tensions engendrées par les ambitions nucléaires de la RPDC. Lors d'une conférence de presse jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné une fois de plus l'urgence de la reprise du dialogue à 6. La dénucléarisation de la péninsule coréenne et la stabilité dans le nord de l'Asie servent l'intérêt de toutes les parties. La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a toujours adhéré aux résolutions allant dans ce sens et a toujours rempli ses obligations internationales. Face aux circonstances actuelles, toutes les parties doivent travailler de concert pour reprendre le dialogue à 6 le plus rapidement possible afin de dénucléariser la péninsule.
Les États-Unis ont remercié l'Iran pour la rapidité avec laquelle le pays a relâché 10 soldats de la marine. Ils étaient détenus depuis mardi suite à la panne d'un de leurs vaisseaux intervenu pendant un entraînement dans le golfe Périske. La télévision d'État iranienne a diffusé des images d'un commandant de la marine s'excusant pour l'incident qui les a conduits en territoire iranien. C'était une erreur, c'était de notre faute et nous en sommes désolés. Nous nous excusons. L'attitude des Iraniens à notre égard a été formidable. Nous vous remercions beaucoup pour votre hospitalité et pour votre aide. Les gardiens de la révolution islamique ont relâché les marins après s'être assurés qu'ils étaient entrés dans les eaux iraniennes par erreur. Les navires américains ont en effet dévié de leur route à cause d'un système de navigation défectueux. Le Pentagone a annoncé que la marine enquêterait sur les circonstances ayant mené à la présence des marins dans les eaux iraniennes. L'incident intervient en amont d'un accord historique sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances mondiales. Le processus, qui prendra effet à la fin de la semaine, emporterait la levée des sanctions contre l'Iran en échange de la fin de ses activités nucléaires. 2 mois après avoir été la cible du groupe armé État islamique lors des attaques de Paris en novembre dernier, le café Le Carillon a rouvert ses portes mercredi. Le bar est devenu un des symboles des attaques de novembre. Dans les jours qui ont suivi, le pavé à l'extérieur de l'établissement a été rempli de fleurs et d'hommages aux victimes. Ce n'est pas le premier site des attaques à rouvrir ses portes depuis les tristes événements, mais le Bataclan, la salle de spectacle où il y a eu le plus de victimes, demeure fermée. La capitale française tente de réanimer son industrie touristique et l'activité commerciale après les attaques qui ont fait 130 morts et qui ont jeté une ombre sur la ville. Le maire du 10e arrondissement de Paris, où le café est situé, espère pouvoir tourner la page avec la réouverture de l'établissement. Bien sûr que la réouverture des commerces est un moment important parce que le fait qu'ils soient fermés participe du moment difficile. Leur réouverture montre qu'on passe à un nouveau moment. Ce qu'il faut, c'est que la vie reprenne son cours, l'emporte, et puis en même temps que nous n'oublions pas la mémoire des victimes. L'euphorie collective a bel et bien gagné le territoire américain ces derniers jours. Au moins 3 tickets gagnants ont été vendus ce mercredi, jour du tirage de la loterie du Powerball, lors d'un montant record de 1,6 milliard de dollars. Les responsables de la loterie ont indiqué qu'un des tickets gagnants avait été vendu à Chino Hill, banlieue à l'est de Los Angeles. Les 6 numéros gagnants sont le 4, le 8, le 19, le 27, le 34, avec le 10 en numéro Powerball. Ils ont été tirés mercredi soir au bureau de loterie de la Floride à Tallahassee. La commission centrale d'inspection de la discipline vient tout juste de clore une session plénière de 3 jours. La lutte contre la corruption demeurera l'une des principales missions du gouvernement chinois pour 2016. Xi Jinping, le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et les autres dirigeants du parti ont passé en revue les efforts et les accomplissements de la campagne anticorruption de l'année écoulée et ont annoncé leur plan pour 2016. Le chef de la lutte anticorruption, Wang Qishan, a déclaré que les affaires de corruption de Zhou Yongkang et Ling Jihua ont représenté les 2 plus gros dossiers de l'année 2015. Il a ajouté que la commission avait mis en place 47 agences d'inspection pour enquêter sur 139 organes centraux concernant des pratiques frauduleuses. Wang Qishan a appelé à une surveillance renforcée à l'intérieur du parti en 2016. Il a souligné l'importance de l'amélioration des mécanismes de sanctions afin que personne ne puisse échapper à la justice en cas de comportement irresponsable. De nouvelles agences d'inspection seront déployées afin de couvrir tous les organes centraux et régionaux. Wang Qishan a demandé à ce que davantage de moyens soient octroyés au public pour être impliqués dans la surveillance. Et il a enfin demandé à ce que soit renforcée la coopération avec les organisations internationales pour traduire en justice les fonctionnaires qui ont fui le pays. L'investissement étranger en Chine a augmenté de 6,4% en 2015. Cette augmentation bénéficie en premier lieu au secteur tertiaire chinois.
Le ministère chinois du Commerce a publié ce jeudi des chiffres qui révèlent l'attractivité de la Chine et notamment de son secteur tertiaire pour les capitaux étrangers. En 2015, la Chine a attiré 126 milliards de dollars, soit 781,4 milliards de yuan en investissements directs étrangers non financiers. Cela représente une augmentation de 6,4% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation a profité au secteur des services en particulier à hauteur de 17%. Mais d'un point de vue global, ce taux d'investissement direct étranger reste largement inférieur à ceux à deux chiffres qu'a pu connaître le pays. L'investissement direct étranger en Chine suit à présent de nouvelles tendances. Les fusions et acquisitions deviennent de plus en plus actives. 1466 entreprises sont nées de fusions cette année, soit 14% de plus que l'année dernière. La part des capitaux étrangers est de plus en plus importante dans ces opérations de fusion et acquisition. Elle est passée de 6,3% en 2014 à 14,1% en 2015. Le financement participatif équitable est une nouvelle forme d'investissement en vogue en Chine qui gagne du terrain. L'organisme de réglementation de l'État, la China Securities Regulatory Commission, s'est engagé à réaliser des programmes d'essai en ligne en 2016 pour surveiller ses activités. Inviter un grand chef cuisinier mondial pour préparer un festin n'est plus un rêve. Yami est une start-up chinoise qui a fait de ce rêve une réalité en mettant en relation des chefs gourmets du monde entier. Fondée en 2014, la start-up a attiré plus de 200 grands cuisiniers qui fournissent des cuisines sur mesure aux clients. L'entreprise ne s'est cependant pas arrêtée là. Lors d'un tour de financement en septembre dernier, Yami a offert 1% de ses parts au crowdfunding équitable et a collecté près de 2 millions de yuan, soit près de 300 000 dollars américains, à plus de 100 crowdfunders. Le crowdfunding équitable est plus que du simple financement. La plupart des crowdfunders sont également nos utilisateurs initiaux et le crowdfunding équitable a augmenté leur sens de participation. Cela nous a également aidé à promouvoir notre marque. Cette nouvelle forme d'investissement équitable a beaucoup attiré l'attention et est devenue très populaire en Chine. En tant que nouveau phénomène industriel pour les startups, le crowdfunding équitable a stimulé la création de centaines de plateformes en ligne en 2015. 36kr.com a fait partie de ce nouveau phénomène. C'est le premier site à avoir rétabli un mécanisme de sortie pour protéger les intérêts des crowdfunders. Depuis le lancement de sa plateforme en ligne en juin 2015, 36kr.com a collecté près de 240 millions de yuan, soit 36 millions de dollars américains, pour 31 projets de start-up. En établissant un mécanisme de sortie, nous essayons de résoudre la douleur des crowdfunders, ce qui est la liquidité. Nous faisons de stricts contrôles de crédit et des évaluations de risques pour les startups afin d'empêcher tout hasard moral, potentiel ou l'échec de projets. Tandis que cette nouvelle forme d'investissement fournit de nouvelles possibilités aux nouveaux investisseurs, les experts pensent que les risques potentiels ne devraient pas être négligés, car le crowdfunding équitable est encore nouveau en Chine. Les contrôles complets de réglementation du gouvernement sont nécessaires et le système de crédit concerné devrait être construit pour empêcher les fraudes d'investissement. Les mécanismes innovants comme la régulation de sortie et les postes de surveillance des investissements devraient être adoptés par toutes les plateformes en ligne et la conscience des risques auprès des investisseurs devrait être renforcée. Selon la CSRC, les programmes d'essai en ligne de crowdfunding équitable entreront en vigueur en 2016 et le cadre régulatoire sera renforcé. Le commerce d'actions américaines est désormais possible en Chine. Les applications sur mobile proposant ce type de service attirent un nombre croissant de jeunes investisseurs. Les entreprises de courtage en ligne telles que Jimubox et TigerBroker.com surfent sur cette tendance en se mettant à créer leur propre plateforme d'investissement. Avec le ralentissement de la croissance chinoise et les récents troubles boursiers, de nombreux investisseurs chinois souhaitent se tourner vers d'autres sources d'investissement, notamment à l'étranger. Jackson Lin a 2 ans d'expérience dans le courtage d'actions étrangères. Il a placé environ 10 000 dollars sur le marché américain. Je porte mon attention sur les perspectives à long terme des compagnies. La bourse américaine est davantage orientée vers des investissements de valeur. Désormais, avec les dépréciations du yuan et des actions chinoises, investir en dollars devient plus sûr.
Jackson Lean utilise des sites de courtage comme Jimubox et Tiger Brokers pour acheter des actions américaines. Le nombre de jeunes investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille d'actions est croissant. La jeune génération développe une préférence pour les investissements en ligne. Jung Yudong, qui travaille pour Jimubox, raconte que son entreprise a ouvert environ 5000 comptes de courtage pour le marché américain, uniquement sur les 3 premiers jours des opérations du mois dernier. Les clients de moins de 30 ans représenteraient la moitié des investisseurs. Pour l'instant, les investisseurs sont davantage intéressés par les compagnies chinoises listées en bourse américaine, ainsi que par les grandes sociétés américaines. Les actions américaines offrent une grande gamme d'investissements de valeur, non seulement pour les grandes firmes américaines, mais aussi du monde entier. Les jeunes investisseurs qui commencent par de petits investissements développent leur portefeuille avec le temps. Jimubox a abaissé les barrières à l'entrée et convient bien aux jeunes investisseurs. Ces nouvelles applications sur smartphone font de la compétition aux voies de courtage traditionnelles. Le courtage en ligne est plus facile d'accès et l'inscription y est plus rapide, tandis que les voies traditionnelles nécessitent davantage de paperasse. De plus, pour chaque transaction, les commissions ne sont que 2 $ chez Jimubox, contre 6 $ normalement. Enfin, Tiger Broker explique que le courtage en ligne offre une plus grande variété de choix d'investissement. La capacité des entreprises de courtage en ligne à s'adapter rapidement à la tendance chinoise à investir à l'étranger attire l'attention des grands investisseurs tels que Xiaomi et Junfund. Jimubox vient de recevoir un 3e financement d'une valeur de 84 millions de $, provenant de plusieurs acteurs, dont la compagnie britannique Investec. Bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures chinois. Le gouvernement va baisser les prix de vente de l'essence et du diesel en réponse à la chute mondiale des prix du pétrole ce jeudi. Mais les experts affirment que les prix bas ne sont pas forcément toujours bons. Le prix du pétrole en Chine va être diminué de 140 yuan par tonne, tandis que le diesel verra son prix diminuer de 135 yuan par tonne. L'ajustement s'est fait dans le cadre du nouveau mécanisme de fixation des prix lancé en 2013 et qui reflète au plus près les changements de prix sur les marchés internationaux. Les prix mondiaux du brut sont tombés aux environs de 30 $ le baril et c'est ce qui inquiète les experts chinois. Ces experts disent que les prix bas du pétrole auront des conséquences négatives sur les compagnies pétrolières nationales qui sont déjà désavantagées par des coûts de production plus élevés. 60% du pétrole consommé en Chine provient des importations. Un prix à moins de 40 $ par baril, c'est un genre de compétition par les prix destiné à éliminer la concurrence dans les pays non exportateurs de pétrole. Nous avons actuellement une capacité de production pétrolière de 200 millions de tonnes. S'il se trouve éliminé du marché, la Chine se retrouvera sans défense lorsque les concurrents internationaux augmenteront à nouveau les prix. Il nous faut conserver un certain pourcentage de production pétrolière domestique pour des raisons de sécurité énergétique. Les analystes disent qu'il est nécessaire que le gouvernement empêche les prix domestiques du pétrole de tomber trop bas. En plus de la réduction du prix, la Commission nationale pour le développement et la réforme a également annoncé qu'elle met en place un prix plancher et un prix plafond pour les prix du brut. Si le prix du pétrole tombe sous les 40 $ le baril, les prix du pétrole domestique ne s'accorderont pas comme il faut. Et ce sera la même chose pour un prix du pétrole dépassant les 130 $ par baril. La première réunion des Sherpas du G20 a démarré à Beijing et a rassemblé de hauts responsables qui ont discuté des préparations du sommet de septembre dans la ville de Hangzhou, située dans l'est de la Chine. Le conseiller d'État chinois Yang Jiechi a dit que la Chine souhaite renforcer le rôle du G20. D'un mécanisme de résolution des crises, la Chine veut en faire un mécanisme de gestion efficace sur le long terme. Le conseiller d'État a également présenté les objectifs de la Chine, pays d'accueil du sommet cette année. Il a dit qu'un des objectifs est de rénover le fonctionnement du mécanisme, d'établir une plateforme de coopération et d'avoir la garantie solide d'une transformation du G20. La Chine a pour objectif principal de maintenir le fonctionnement de l'économie sur une base rationnelle et d'établir une croissance plus saine et plus durable. Cela s'applique également à la situation économique mondiale.
Une forte croissance en Chine constituera un moteur puissant pour tirer la croissance de l'économie internationale et contribuera largement au développement d'une croissance mondiale solide, durable et équilibrée. Et voici à présent les dernières informations concernant le programme spatial chinois. Le pays a annoncé qu'il lancera sa prochaine grande mission lunaire, la sonde Chang'e 4, avant 2020, et qu'elle sera pour la première fois partiellement financée par les investissements privés. La sonde se posera sur la face cachée de la Lune et cela sera une première dans l'histoire de l'humanité. Un bond de géant, à la fois pour la Chine et le monde. La sonde Chang'e 4 explorera la face cachée de la Lune, un monde mystérieux qui reste toujours caché de la Terre. Et la sonde sera lancée d'ici 4 ans. L'environnement et d'autres conditions sur la face cachée de la Lune restent inconnus et le terrain y est très compliqué. Nous avons fait quelques changements dans la conception de la sonde. En plus d'un terrain compliqué, les experts disent qu'avoir des communications stables sera aussi essentiel pour un alunissage en toute sécurité. Par rapport à un alunissage sur le côté le plus proche, le plus grand changement c'est que nous ajouterons un satellite relais, lequel peut fournir des communications entre la Terre et la Lune. Pendant ce temps, nous mènerons également de grandes explorations spatiales en utilisant ce satellite. Et autre première dans les efforts spatiaux de la Chine, la mission lunaire testera des programmes utilisant l'investissement privé venant d'entreprises ou même d'individus, et ce afin d'accélérer l'innovation aérospatiale, de réduire les coûts de production et de promouvoir les relations militaires civiles. Chang'e 4 a été conçu au début comme une mission d'appui à Chang'e 3, la première mission d'alunissage de la Chine. Il y a environ 2 ans, la sonde s'est posée avec succès sur la Lune, faisant du pays le 3e à réussir un tel exploit après les États-Unis et l'ancienne Union soviétique. Et avant que les soldats japonais ne ravagent Nanjing en décembre 1937, ils ont d'abord envahi Shanghai. Même si la ville porte toujours des cicatrices profondes, des artistes ont aidé à guérir les vieilles blessures. Parmi les images restaurées, on y trouve des pies qui sont considérées comme des messagers de la bénédiction, ainsi que la fleur du lotus qui représente la paix. Nous nous rendons à Shanghai où sont utilisés ces thèmes dans des expositions de peinture. La fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 marque l'expulsion des soldats japonais de la Chine. Peu après, Jixin, célèbre médecin shanghaïen, a proposé l'idée d'organiser une exposition de peinture pour marquer la victoire. En réponse, le peintre shanghaïen Zhu Jizhen a fait appel à un groupe de peintres paysagistes chinois afin qu'il se joignent à cette initiative. Et plutôt que de dépeindre les horreurs de la guerre et les champs de bataille maculés de sang, ils ont peint des paysages pleins de nuances poétiques, témoignant ainsi l'aspiration du peuple à la paix. Dans un contexte occidental, les pigeons sont symboles de paix. Les pies sont une sorte d'équivalent chinois. Nous les représentons comme messagers de la bénédiction, alors que la fleur de lotus est un symbole de la gentillesse et de la délicatesse. Ainsi, les peintres expriment subtilement la joie qu'ils tirent de la victoire. L'exhibition intitulée Bénédiction en temps de paix se tient à Shanghai au Zhu Jizhen Memorial Hall et rassemble 45 peintures de la toute première exhibition en 1945. L'exhibition a déjà été présentée à Tokyo, à Beijing et à Taipei. Après 10 jours à Shanghai, l'exposition poursuivra sa tournée asiatique à Singapour et Macao. En attendant, un coffret collection contenant des tickets de la chaîne Affair Lottery et représentant 36 des peintures de l'exhibition est sorti. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.